Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont probablement vous n'avez pas entendu parler. Sachez qu'en tant qu'organisateur d'événements, qui accueillez un public, petit ou grand, vous avez la charge de vous assurer des conditions de sécurité de ce public. Alors bien évidemment, vous devez vous assurer qu'il y a les bonnes sorties de secours, que la tente ne va pas s'envoler, que les gradins tiennent le coup. Tout ça, c'est votre responsabilité. Alors vous allez me dire, il y a des bureaux de contrôle, donc c'est le travail. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que vous êtes responsable en tant qu'organisateur d'événements et que vous devez connaître vos obligations et la réglementation. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une nouvelle réglementation est parue en juillet 2022 avec une application au 1er octobre 2022. Donc tout ça, vous devriez le savoir et ça va avoir des implications sur votre manière de produire les événements. Donc pour essayer de clarifier cette situation et mieux vous faire comprendre ce qu'il en est de cette nouvelle réglementation, j'ai invité 2 experts pour nous apporter leur vision. Donc je souhaite la bienvenue à Emmanuel Granier et Michael Souriceau. Bonjour messieurs. Bonjour Agathe. Alors Emmanuel, tu es responsable du contrôle des structures chez ICE, donc inspection, contrôle et événementiel. Donc tu as accepté le challenge que je t'ai proposé aujourd'hui, c'est-à-dire de vulgariser et de simplifier au maximum cette nouvelle réglementation. Je vais essayer. Ok, super. Michael, toi, tu es un ancien directeur technique. Exactement. Tu es aujourd'hui responsable de Novelty Grand Ouest, donc à Nantes. Et l'idée, c'est que tu puisses nous apporter ta vision beaucoup plus terrain et concrète des implications que ça a au niveau des organisateurs d'événements qui sont tes clients. Parfait, avec plaisir. On fait ça ? Bon. Alors, cette nouvelle réglementation, elle a effectivement apporté une vision un peu différente. C'est le ministère de l'Intérieur qui, à l'approche de Paris 2024, bien évidemment, a souhaité s'assurer de la sécurisation maximum des événements et donc plus spécifiquement des structures provisoires et démontables. Donc, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ces structures provisoires et démontables ? Parce qu'on imagine qu'on parle de tentes, mais pas que du coup. Alors effectivement, c'est une structure provisoire, c'est une ossature métallique en fait qui est amenée à être montée et démontée en fait plusieurs fois et de façon répétitive en fait. Maintenant, dans ce nouvel arrêté, en fait, il y a des éléments qui ont été mis à part et notamment en fait ce que tu disais tout à l'heure, les tentes. Le CTS en fait ne fait pas du tout partie en fait de cette réglementation là. Okay. Il a sa réglementation propre. Okay. Comme tout ce qui est agrès de cirque. En fait, ça ne fait pas partie de la réglementation. On a aussi en fait tout ce qui est manège forain. Et je pense que c'est le plus gros en fait des éléments qui sont en dehors. Mais maintenant, cette nouvelle réglementation, elle est censée en fait régir tout ce qui va être mis en place en termes de structure, que ce soit des ossatures pour le public ou des ossatures scéniques. Alors, ce que tu appelles ossature, ça va être de la structure de scène, du gradin, des ponts, c'est tout ça. Voilà, de la plateforme, des passerelles qui seront empruntées en fait par le public et en fonction en fait de la typologie en fait de la structure, il y aura des éléments de vérification à apporter en fait en fonction de leur taille et de leur forme. D'accord. Alors je vais prendre mes notes parce qu'on va essayer de résumer un petit peu plus spécifiquement ce qu'est cet arrêté. Donc de quoi ça parle ? L'arrêté fixe les règles de sécurité et les exigences de conception, et ça c'est important, d'installation et de maintenance applicables de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans et au voisinage des structures provisoires et démontables, ainsi qu'à prévenir tout risque d'effondrement et de chute de hauteur. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leur vérification. Et ces règles applicables sont pour le fabricant et l'organisateur en passant par le propriétaire et l'installateur. Donc bien évidemment, il prévoit que le fabricant, l'installateur et l'organisateur sont tenus chacun, en ce qui les concerne, de s'assurer de l'ensemble démontable et conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions de l'arrêté. Donc à cet effet, il faut respectivement procéder au contrôle de la conception, de la vérification du montage, mais aussi de faire des inspections pendant l'exploitation. Et ça, c'est ce qui change aussi pas mal. Donc, ce contenu de l'arrêté, je l'ai résumé un petit peu. On va quand même rentrer dans le contenu concret avec des exemples, parce que ce n'est pas forcément
très clair comme ça, de prime abord. Donc, Emmanuel, toi, tu travailles dans un bureau de contrôle. Donc, déjà, de base, à quel moment, lors d'un événement, on doit faire appel à un bureau de contrôle? Alors, en fonction, en fait, de la complexité de l'événement, plus l'événement sera important, plus notre action, en fait, va être obligée d'être en amont, en fait, du projet, pour qu'on puisse orienter les gens vers les bonnes solutions techniques. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas du conseil, hein. C'est vraiment en fait, de leur rappeler la réglementation et ce qu'ils doivent absolument faire en fait, pour pouvoir s'y tenir. En fait. Après, sur des petits événements, effectivement, sur des installations qui sont relativement basiques, on va arriver sur la fin du processus. En fait. D'accord. Comme, on va dire, plus de 75% des opérations qui sont faites en France. Mais sur les grosses opérations vraiment spécifiques, où on a des superpositions de structures ou des structures vraiment très complexes, là, on va être obligé d'intervenir vraiment très en amont en fait, du projet. D'accord. Ce qu'on va voir, hein, on va rentrer dans le détail de cet arrêté, c'est qu'effectivement, il pose un cadre qui est beaucoup plus exigeant de ce qu'on a pu faire jusqu'alors en termes de vérification en amont, au final, lors du montage et lors de l'exploitation. Michael, donc toi, ton rôle chez Novelty, c'est d'accompagner et de conseiller tes clients. Justement, sur cette question du bureau de contrôle, ce n'est pas vous qui faites appel au bureau de contrôle, c'est votre client. Donc, à quel moment vous, justement, en discutez avec votre client ou posez la question de savoir est-ce que vous avez bien pris un bureau de contrôle? Alors, c'est vrai que c'est un sujet important. On n'a pas rôle à missionner un bureau de contrôle en nom propre parce qu'on ne peut pas installer et s'auto-vérifier, en tout cas missionner quelqu'un qui vérifierait notre travail. L'enjeu, c'est surtout l'organisateur qui reste responsable de son événement et de ce que ça implique, comme tu l'as rappelé Agathe en début. Et donc, pour le coup, dans l'échange qu'on a, que ça soit dès le départ sur des gros événements où on sent qu'il y a un événement qui va être conçu sur mesure, avec vraiment des choses très spécifiques, de la décoration, où là, tout de suite, on va engager la discussion sur comment vous êtes staffé, comment vous êtes adjoint les services potentiellement d'un directeur technique, d'un directeur de prod, une directrice de prod, bien sûr, et cette partie contractuelle, que ce soit pour l'accueil du public, pour la partie ERP, ce qu'on appelle le chargé de sécurité, et bureau de contrôle pour vérification de ces installations. Donc ça, c'est vraiment important. On y veille, et en plus de ça, c'est des choses qu'on retrouve dans notre vie, basiquement, en bas de page. Après, l'important, c'est d'aller jusqu'en bas, et pas qu'à droite. Pas que le montant. Voilà. Ça arrive. Mais en tous les cas, justement, c'est hormis l'échange verbal et de conseils qu'on peut avoir avec nos clients, c'est aussi avoir ce petit mémo, parce que parfois, il faut penser à avoir le catering pour les techniciens, pas mal de petites choses, les points d'électricité, et le bureau de contrôle en est un. Donc voilà, on y veille au grain, parce que le but, c'est pas de faire l'autruche. Bien sûr. On connaît, on est sachant, et en tant que sachant, on se doit de conseiller, tout simplement. Tout le monde est partie prenante au niveau de cette responsabilité. Du coup, c'est important que chacun soit au même niveau d'information. Et vous, en tant que prestataire technique, vous, en tant que bureau de contrôle, vous avez une vision peut-être plus efficace du marché et des obligations. C'est vrai qu'un organisateur d'événements, en fonction de la récurrence de ses projets, il n'est peut-être pas forcément au courant de tout ce qui change. Donc justement, ce nouvel arrêté, cette nouvelle réglementation, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on faisait jusqu'alors sur nos événements? Ce qui change, c'est qu'on va demander en fait, à avoir une exigence un petit peu plus importante sur la partie réglementaire et documentaire en fait, de ce qui va être mis en place. Donc, notamment, en fait, dans l'arrêté, il a été défini en fait, des catégories en fait, qui vont, en fonction en fait, de leur taille et autres, obliger les gens, du moins les prestataires, je dis les gens, mais ce sont les prestataires, à fournir un certain nombre de documents techniques qui existent des fois en fait, de par le fabricant, ou sinon, c'est des documents qui vont être obligés de fabriquer. Je pense notamment en fait, aux notes de calcul qui permettent de vérifier la solidité, la stabilité des structures. Et donc, en fonction en fait, de l'appartenance de ces structures à telle ou telle catégorie, on va avoir une exigence plus importante en fait, en amont et après, par la suite, en fait, au niveau du montage. Et je voulais juste, éclaircir un tout petit point, c'est qu'on parle d'agence depuis tout à l'heure. Le premier responsable, en fait, d'un événement, c'est le client. Tout à fait. C'est une déformation, je parle beaucoup d'agence, mais tu as totalement raison. C'est lui le donneur d'ordre, et à ce titre-là, en fait, il est tout aussi responsable que les autres, voire même plus, parce qu'il est censé s'entourer, en fait, de gens compétents et de gens sachants. Donc, ce n'est pas une question
de savoir en fait qui va prendre le plus en cas de sinistre. C'est juste de savoir quelle est la hiérarchie. Le client en fait reste le premier en fait responsable de l'événement. Après effectivement il y a l'agence, les prestataires, les directeurs techniques et autres, le bureau de contrôle parce qu'on est tous partie prenante dans la fête quand il se passe quelque chose. C'est ça, vous signez en bas de page Voilà, comme quoi c'est bien. Donc, mais y a un il ne problème, faut pas tout le monde oublier en est fait que responsable. le client, Oui. c'est lui en fait l'instigateur en fait de la demande et c'est lui qui est le premier responsable. Tout à fait. Voilà. Alors, t'en parlais juste à l'instant de ce fameux tableau. J'ai lu le décret, pas tant en entier, hein, je vous avoue, parce qu'il y a beaucoup d'articles quand même. J'ai quand même regardé. J'ai vu ce tableau, très intéressant. D'ailleurs, je le mettrai en lien dans la description de l'épisode, puisque justement, il détaille de manière assez claire. Donc, c'est une catégorisation des différents types de structures en fonction de leur hauteur, majoritairement, et qui indique, en fonction de telle ou telle hauteur d'installation, il y a des obligations de calcul et de vérification avant l'exploitation, pendant le montage et pendant l'exploitation. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, justement, au niveau des hauteurs, de ce qu'on doit faire maintenant sur des choses très concrètes? Alors, ce qui est le plus simple et ce qui est le plus parlant pour nous, en fait, c'est les ossatures scéniques, donc ce qu'on appelle les OS, donc qui sont en 3 catégories, OS 1, OS 2, OS 3. Oui. Les OS 1, grosso modo, sont les structures qui ont une hauteur de 3,50 m, en fait, calage compris. D'accord. Donc, typiquement, ça va être une tour de caméra, un totem lumière ou un totem son, éventuellement une arche, en fait, avec un petit backdrop derrière, ce genre de choses-là, en fait. Des petites ossatures. Après, on a ce qu'on appelle l'OS2, donc, qui a une hauteur comprise maximale entre 3,50 m et 6,20 m. Donc là, on commence à toucher, en fait, à des petites scènes, des petites structures scéniques, des grilles autoportants qu'on utilise en fait dans le cadre éventuellement en fait de petits plateaux de télé. Oui. En l'occurrence ici c'est pas le cas parce qu'on est dans un bâtiment, mais ça pourrait être un grill voilà qu'on met en extérieur. Bien sûr, ouais. Et après on a l'OS3 où là en fait c'est des installations qui au minimum font 6,20 m de haut. D'accord. Donc là on parle vraiment en fait de scènes de spectacle pour la plupart ou dans les festivals en fait de grandes tours échafaudage de delay son, etc., ou pour faire de la projection sur du grand format. Voilà. Ok. Il existe après en fait les ossatures publiques où on a des tribunes, des plateformes, des podiums en fait qui sont jusqu'à 1,20 m. Ça, ce sont en fait ce qu'on appelle les OP1. D'accord. Donc dans ces OP1 en fait, on met aussi en fait les passerelles qui ont cette même hauteur, donc 1,20 m, mais jusqu'à une portée en fait de 3 mètres libre. D'accord. On a l'OP2. Donc, où on est de 1,20 m, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 3,50 m. Ok. Pour les passerelles, donc quand on dit passerelles, ce sont des passerelles piétonnes ou qui sont empruntées en fait par le public. Ok. C'est pas les passerelles qu'on peut trouver en fait sur les espaces scéniques. C'est vraiment dédié en fait au public. Pour le public. Donc là, en fait, on est toujours au-delà de 2 mètres, mais pour une portée aussi qui reste de 3 mètres. Et on a l'OP3. Donc là, en fait, ce sont des éléments qui sont au-delà de 3,50 m et des passerelles qui ont plus de 3 mètres en fait, de portée. D'accord. Et ces éléments-là, à chaque fois, sont définis dans l'arrêté. Ça paraît un petit peu fastidieux, mais quand on le lit, c'est beaucoup plus simple en fait, à comprendre. Donc, je le mettrai pour ceux qui nous regardent en vidéo. Vous aurez le tableau juste à côté, comme ça vous comprendrez OS, OP. Exactement. Si on prend un exemple très concret, par exemple, donc on a dit OP, donc ossature publique, donc on va dire scène. Pour résumer, un exemple, de moins de 1,20 m de haut. Ça, c'est ossature publique, oui, tout à fait. Donc, si j'ai une petite scène de moins de 1,20 m, quelles sont mes obligations? Alors, sur l'OP1, juste une vérification de montage, en fait. On demande, en fait, à l'organisateur d'avoir la notice de montage. D'accord. Et que ce soit réalisé, en fait, par un technicien compétent. Voilà. D'accord. On n'a pas d'obligation réglementaire de faire passer un organisme de contrôle accrédité. OK. Par contre, quand on dépasse les 1,20 m, là, du coup... On est sur ce qu'on appelle de l'OP2. Donc, à partir de l'OP2, en fait, on est censé avoir une note de calcul qui justifie la solidité et la stabilité en fait, de l'élément. D'accord. Et en fonction en fait, de sa capacité et de sa surface, donc capacité de moins de 300 personnes ou surface inférieure à 500 mètres carrés, on peut passer sur un technicien compétent. Ou si on ne valide pas ces deux obligations-là, on passe sur un organisme de contrôle accrédité.
Ok, bon, on en reparlera de l'histoire du technicien compétent juste après. Il y a aussi des implications, Mickaël, par exemple, quand on parlait de OS, donc de structure, par exemple sur les ponts lumière, au final, 3,50 m, qui est le premier niveau, c'est pas énorme. C'est très peu, même, parce que on parlait justement un totem lumière, un pont lumière, on a plusieurs dénominations pour ça. L'enjeu, c'est soit ils mettent du son, ils mettent de la lumière, donc si on a un public debout, c'est de passer au-dessus de la tête des gens. Sinon, si le projecteur est dans les yeux des gens, ça ne fonctionne pas. Donc on imagine le lest de base, le pont qui permet de le surélever, et ensuite le projecteur ou l'enceinte. Et tout ça, ça doit faire au grand max 3,50 m. Et auquel cas, en fait, on atteint très très vite ces dimensions. Et donc, quand on dépasse ça, tout de suite, ça nous implique de devoir fournir une note de calcul qui permet de justifier la stabilité de cette structure, soit parce qu'elle est au milieu du public, on a une problématique de poussée verticale. Tu m'arrêtes, Emmanuel, si je dis des bêtises, parce que je suis... C'est bien. Poussée horizontale. Pardon, oui, j'ai fait le geste horizontal en pensant... Donc, horizontal, exactement, c'est le risque quelqu'un s'appuie où on a un mouvement de foule et le totem va commencer à bouger. Ça, c'est forcément très dangereux. Et en extérieur, enfin, en tout cas, dès qu'on est soumis au vent, il y a cette notion de se dire, est-ce que notre totem va basculer ou pas? Donc, il faut pouvoir justifier au-dessus de 3,50 m par une note de calcul qu'on respecte bien, en tous les cas, la largeur de l'emprise au sol et le poids de ce lestage au sol sont suffisants pour atteindre à minima les 72 km/h de vent, qui est la règle, le minima à respecter. D'accord. C'est plus... avant, parfois, certains se disaient 50, ça passe, on est dans une zone où il n'y a pas de vent, il y en a d'autres, c'est 100 km/h parce que je suis face à la mer. Voilà. Maintenant, il y a une règle qui est très claire, c'est 72 km/h mini. 72, en plus, c'est précis. Voilà. Alors, pourquoi 72 je ne saurais pas l'expliquer. Parce que c'est très simple, ça fait 20 mètres secondes. Et voilà. Il y a une explication Exactement, scientifique. C'est beaucoup bon, plus alors simple. on valide. Voilà. C'est 20 mètres secondes, c'est plus simple en fait. D'accord. Et en ça, c'est vraiment pas négligeable. On ne se rend pas compte, mais la taille du lest à mettre au pied devient très conséquente, et qui plus est parce qu'on parle de prise au vent. Donc si notre totem, c'est juste le point alu classique, il est ajouré, si je puis dire, mais parce qu'on veut faire des beaux événements, on va se dire, tiens, on va l'habiller, on va mettre la charte graphique autour du client, donc ça veut dire que tout d'un coup, on a une surface qui est pleine, donc d'autant plus de prise au vent, et d'autant plus de risque de basculement. Donc là, on rentre tout de suite dans cette notion de note de calcul, ainsi de suite. Et on le voit bien, chaque événement va devenir un petit peu particulier et va nécessiter justement ce travail de note de calcul et de temps d'ingénierie qui jusqu'à présent n'existait pas ou peu. Tout à fait. Sur des petits événements, j'entends. Sur des gros événements, bien sûr que c'est même pas un sujet. Il y avait déjà effectivement un gros travail qui était fait. C'était déjà des pratiques qui existaient. Oui. C'est juste qu'en fait, on généralise en fait maintenant aux petits, moyens et grands événements en fait les mêmes pratiques pour que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Que ce soit les gros pieds de sécurité, on va dire. Et le même pied de sécurité, effectivement. Parce que du coup, ça veut dire que pour vous, bureau de contrôle, déjà, il faut vous impliquer sur un plus grand nombre d'événements et du coup, sur vraiment une phase amont plus poussée, sur cette étude justement de quelle est la note de calcul. Vous accompagnez l'agence sur la liste des choses qu'elle doit vous fournir et vous vérifiez les documents qu'elle produit. Nous, par rapport à cette nouvelle réglementation, en fait, lorsqu'on fait un devis, vulgairement, en fait, on envoie maintenant en fait, une fiche de renseignement qui reprend en fait, tout ce que doit nous donner en fait, l'agence en, fait, en amont en fait, de la vérification. Soit on le vérifie nous-mêmes, soit en fait, les prestataires techniques, qui ont aussi la possibilité de le faire, se mettent en relation avec un organisme de contrôle et ils font valider en fait, un certain nombre d'outils, un totem, une tour échafaudage, une scène, ce qu'on appelle en fait, un avis sur dossier de conception, ce qui leur permettra en fait, de faire comme une carte d'identité en fait, au produit, ce qui leur permettra après de pouvoir le décliner en fait, dans les différents événements auxquels ils vont participer. Ou s'ils ne font pas ça, en fait, ils seront obligés de passer par une vérification de dossier technique. Donc ça veut dire nous apporter en fait, les notes de calcul, les plans pour qu'on puisse les regarder en amont. Donc ça a une importance très importante, c'est que nous, ça va nous ramener du travail en amont en fait, de notre contrôle. Donc automatiquement, ça va nous augmenter le temps à passer en fait, sur les événements. Et donc, qui dit temps, dit argent.
Forcément. À un moment, on en arrive là. Exactement. C'est le nerf de la guerre. Exactement. On a justement, ce qu'on comprend dans cette discussion, c'est qu'il y a ces fameuses notes de calcul. Donc, quelque part, il va falloir beaucoup plus travailler en amont la conception et la réflexion de son événement, faire beaucoup plus de notes de calcul. Et je crois que justement, Michael, chez Novelty, c'est quelque chose que vous avez quand même anticipé depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour accompagner vos clients dans ce sens-là ? L'idée, en effet, la réglementation a quasiment 1 an maintenant, on en parlait. L'idée, c'est de se dire comment on se structure au sein du groupe, Novelty Magnum du Show, pour accompagner nos clients, nous accompagner nous aussi dans notre mission de conseil auprès des clients, du bien vendre, qui est quand même plutôt important et primordial. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une structure qui déjà avait été créée il y a déjà 2-3 ans maintenant, qui s'appelle Timagine. Okay. Timagine est une structure, on va dire, un peu indépendante du groupe, qui fait partie du groupe, mais en tous les cas, on est vraiment sur une notion d'accompagnement, de définition amont de projet. Un artiste qui tout d'un coup va vouloir avoir un effet spécifique sur scène, il veut arriver et faire un vol au-dessus du public. Voilà. Et la production de l'artiste va dire, mais l'artiste, il délire un peu, combien ça coûte, c'est quoi les incidences de cette demande. T'imagines se positionne sur ce rôle de conseil amont, on ne parle même pas de dire comment on va s'accrocher, de combien d'enceintes il faut, je ne sais quoi. C'est vraiment de la définition amont de projet. Et par extension, ce bureau d'études, sur la réalisation de plans, on en vient justement à se staffer depuis 1 an sur cette compétence bureau d'études liée à la tenue au vent, liée au dimensionnement des structures, pour que demain on puisse, et pas demain, c'est déjà, on le fait, être capable de sortir une note de calcul en fonction du projet qui va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce que, on le disait, à 72 km/h de vent, on a toujours fait comme ça depuis un moment. Oui, mais tu prenais quelle règle de vent et en fait, il y a l'usage, il y a l'expérience qui fait que... Mais dans la vraie vie, de se dire, quand je fais mon devis au client, est-ce que je suis sûr de mettre le bon lestage au pied de mon totem ? Et c'est le sujet pour les prochains mois. On a la Coupe du Monde de rugby, les JO, donc on va avoir des fan zones, on va mettre de l'éclairage pour éclairer ces fan zones, on va mettre du son pour sonoriser ces espaces. Et bien tout d'un coup, nos totems ils sont en extérieur et on se dit, est-ce que je mets assez de lestage sur mes totems ? C'est une vraie question. Donc dans ce cadre-là, justement, par exemple, on se fait des sortes d'abacs qui justement permettent de se dire, pour un totem sur du pont, qui fait 30 cm, 300 par 300, ou du totem avec du pont qui fait 400, selon si le projecteur est dessus, bref, plusieurs configs types, ça nous donne un abac pour se dire, à 70 km/h, pour un totem qui fait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres de haut, il faut à minima tant de lestage au pied selon l'emprise de base du lestage qu'on va prendre. Okay. Si c'est une embase ronde, si c'est une embase rectangulaire, voilà, tout ça, ça se modélise, ça se calcule, et qui nous permet justement, dans notre reco initial, dans notre premier contact avec le client, de taper juste. Parce que sinon, l'incidence, elle est très claire. On fait un premier chiffrage, et derrière, quand arrive Emmanuel et qui va justement regarder ce qu'on a mis en œuvre, et la pire des choses serait de vérifier sur le terrain et de se dire, non, c'est pas conforme. Pas de conformité égale pas d'ouverture publique. Ouais. Et là, pour le coup, ça devient dramatique. Donc, grâce à cette structure-là, en fait, vous avez vraiment un accompagnement et un conseil en amont de se dire, voilà, par rapport aux nouvelles normes, un totem doit être listé de telle manière. Et c'est aussi l'avantage pour l'agence. Donc, il y a un avantage budgétaire d'intégrer ses coûts, mais aussi un avantage de conception, de se dire, voilà, je sais que j'ai cette structure à habiller, intégrer dans mon décor, et que ça change en fait la face au final du projet. Donc il y a un accompagnement là-dessus qui rend aussi le projet plus viable et plus réaliste dès le début. Parce Exactement. Que c'est un peu le risque d'avoir de magnifiques projets en amont, et puis quand on passe au bureau de contrôle, je dis non, repartez, retravaillez la copie. Oui, et puis en plus, du moins par rapport à ce que fait Timagine, c'est que le fait d'identifier en fait le lestage par rapport en fait à une hauteur donnée, par rapport à une vitesse de vent, ça a aussi une implication directe en fait sur l'implantation dans le site, et notamment en fait quand tu as une multitude de totems que tu dois en fait caser dans une parcelle en fait qui est définie en termes de surface. Si tu t'aperçois que tu as déjà en fait immobilisé peut-être 15 ou 20 mètres carrés juste avec tes totems, et que tu avais l'intention de mettre autre chose à la place, ça va peut-être changer aussi un peu la conception de ton événement. Donc le fait d'avoir ces éléments-là en amont de la part des prestataires permet aussi en fait aux agences, aux directeurs techniques en fait de pouvoir
optimiser leur plan et d'avoir des choses qui soient les plus factuelles possibles en fait. Et je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, sur un projet extérieur avec un écran LED extérieur installé, un peu de déco autour de cet écran LED pour l'intégrer d'une manière assez jolie à la charte du client, à la couleur du client. En fait, quand on prenait les plans de scénographie, donc la conception initiale, le visuel est très beau, mais en fait, vu de dessus, la déco, elle faisait 10 cm d'épaisseur. Et on n'avait pas du tout de distance prévue, de profondeur prévue pour justement toute la structure, qu'elle soit échafaudage, qu'elle soit en pont, peu importe. Et le lestage, pour tenir tout ça, c'était pas du tout dans la conception initiale. Et là, sur ce projet bien précis, en tous les cas, les clients n'y avaient pas pensé. Ça peut être surprenant, mais en même temps, ils sont focalisés sur le rendu, répondre à la demande initiale du client. Et cette notion de tenue au vent, c'est là où on l'a apporté en disant attention. Là, je pense qu'il y a un élément qui est très, très important à transmettre à Haute-Saône d'ores et déjà pour que les plans soient cohérents et qu'on ne parte pas dans une mauvaise voie dès le départ. Est-ce qu'Emmanuel, du coup, tu peux nous partager des bonnes pratiques qu'il va falloir désormais mettre en œuvre, justement, pour être aligné avec cette nouvelle réglementation ? Les bonnes pratiques, elles sont assez simples, en fait. C'est déjà, par rapport au matériel que tu utilises, en fait, c'est d'avoir les notices, en fait, du fabricant. Ça paraît peu de choses, mais c'est toujours intéressant, en fait, de savoir comment on assemble deux praticables ensemble, comment on assemble, en fait, deux bouts de pont ensemble. Les fabricants ont fait aussi des efforts pour pouvoir avoir des documents techniques qui sont, je dirais, à la portée de tous les techniciens dignes de ce nom. Et donc, en fait, à minima, c'est ces documents-là qu'on doit avoir, en fait. Oui. Après, sur des installations complexes, effectivement, les plans, les notes de calcul vont devenir vraiment obligatoires. Après, les avis sur modèle le seront aussi, parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que 2023, c'est un petit peu la répétition de tout, en fait. Tout à fait. Cette année, on essuie un petit peu les plâtres. On essaye tous, les uns les autres, que ce soit les bureaux de contrôle ou les prestataires, les agences, d'essayer d'absorber un petit peu cette nouvelle réglementation, ce nouvel arrêté. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts, en fait, d'éducation pour tout le monde, bien sûr, pour essayer de mettre les bonnes pratiques en marche. Et donc, effectivement, de collecter, c'est fastidieux, c'est de collecter les informations. Parce qu'une fois qu'on les a collectées une fois, grosso modo, sur tous les événements qu'on fait, on retrouve toujours le même matériel, en fait. Bien sûr. Donc c'est sûr que dans un premier temps, c'est très fastidieux. Mais après, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ce soit les directeurs techniques ou autres, les associations de DT, c'est ce qu'ils vont faire. Ils mettent à leur disposition, en fait, des bibliothèques d'outils. Bien sûr. Et donc, en fait, grâce à ça, ils vont pouvoir aller aussi plus vite. Pour le moment, en fait, entre guillemets, ils alimentent cette bibliothèque-là. Et une fois qu'elle sera déjà bien alimentée, ça leur permettra d'aller beaucoup plus vite, en fait. Oui. Mais la première chose, c'est vraiment de former, en fait, une base documentaire pour que, à la fois, les agences, les prestataires, les bureaux de contrôle puissent, en fait, travailler sur les mêmes documents. D'accord. Donc, comme on faisait la récupération des PV au feu et des matériaux, tout à fait. On rajoute les notices de montage des structures. Ouais. Okay. Ça paraît peu de choses. Je pense qu'il y a plein d'agences, il y a plein de directeurs techniques, il y a plein de prestataires qui le font déjà depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas non plus dire que personne ne le fait. Je pense que la majorité des gens le font depuis des années. C'est juste qu'il y a un moment, en fait, on se posait la question de savoir à quoi ça allait servir, en fait. Et ben, ça va servir à tout le monde, ça va servir à former le dossier, en fait, de l'événement. Et à partir de ce moment-là, en fait, on aura une base commune, en fait, à tous pour pouvoir, en fait, travailler avec. Voilà. D'accord. Ok, donc on fait cette base documentaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, du coup, maintenant ? Après, il va falloir définir, entre guillemets, et ça, on en reparlera aussi par la suite, les événements ne vont pas être les mêmes les uns par rapport aux autres. Il y aura des petits événements, des grands événements, en fait. Donc il y a des événements qui vont être obligatoirement vérifiés par des organismes de contrôle accrédités, et il y a des événements, en fait, qui seront vérifiés par des techniciens compétents. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça permettra aussi, en fait, aux agences de savoir quel coût économique ça va avoir aussi pour elles, parce que l'impact financier, il y a un moment, il va être aussi présent. Et donc, par rapport, en fait, à la catégorisation, en fait, de leurs événements, ils sauront vers qui se retourner, en fait, sachant que peut-être qu'il y a aussi des agences qui voudront avoir uniquement des bureaux de contrôle. Je prêche pour ma paroisse, j'espère que ce sera le cas. Mais
Mais voilà, en tout cas, ça permettra vraiment de donner un cadre un petit peu plus normé en fait aux événements. Et puis par la suite, en fait, il y a l'exploitation qu'on peut faire en fait de l'événement. Tout à fait. Parce que là, ce qui est bien en fait dans l'arrêté, c'est qu'on a donné un petit peu la notion en fait de ce qu'était un événement. C'est en fait, on a la notion des 12 mois. D'accord. Au-delà des 12 mois, on part du principe que ce sont des structures en fait qui sont à implantation prolongée. Ok. Et donc ça change un petit peu la donne. Ok. Donc pendant ces 12 mois en fait d'exploitation, si je sais pas, on part en tournée ou autre, on a quand même un certain nombre de vérifications qui peuvent être faites à la fois par des techniciens ou par des bureaux de contrôle s'il y a eu des modifications. Mais en tout cas, ça permettra d'avoir en fait l'historique, la vie complète en fait de l'événement sur un même dossier avec les mêmes informations. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'il y aura une vraie traçabilité en fait de l'événement, de sa conception au niveau du matériel jusqu'à son montage et son exploitation. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas actuellement en fait. Il y avait peut-être des choses qui se perdaient un petit peu dans les méandres, mais D'accord. Et au moins là, ce sera bien défini et on aura vraiment une vision complète en fait de l'événement de A à Z. Ok, donc l'idée c'est que il y ait déjà en tête pour les organisateurs les différentes hauteurs minimales sur lesquelles ils savent qu'ils sont plutôt sur un événement qu'on va catégoriser de simple, donc avec des contrôles simples, et de se dire, bah voilà, je sais qu'à partir de telle hauteur ou de tel format, il va falloir à ce moment-là que je me rapproche d'un bureau de contrôle et que je fasse auprès de mon prestataire technique ou autre des notes de calcul pour monter un dossier, puisqu'effectivement, l'objectif, c'est que, comme à chaque événement, on fait un dossier de sécurité, désormais, si je comprends bien, il va y avoir aussi le pendant qui va être un dossier structure sur lequel il va falloir détailler vraiment toute la conception, le plan de ce qu'on veut faire et de ce qui va être fait sur place et qui va être vérifié sur place. C'est ce qui sera en fait amené à être envoyé en fait à la préfecture, comme énormément en fait d'événements où effectivement il y a la notice du chargé de sécurité qui est mis en place pour tout ce qui est sécurité incendie. Et après, en fait, il y aura la deuxième partie, le volet technique, entre guillemets, avec les notes de calcul sur les OS2, OS3, OP2, OP3, qui seront obligatoires. Et donc, en fait, ça permettra aussi aux gens de la préfecture, que ce soit à Paris ou en province, en fait, de vérifier la bonne cohérence, en fait, avec l'arrêté. D'accord. Donc, c'est du boulot en plus, même pour eux. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on les prévient maintenant, pour qu'ils anticipent. Mais si on y réfléchit, au final, il y a dans cet arrêté, à un moment, il est indiqué donc, pour les événements qu'on va dire simples aujourd'hui, qui sont les OP1 et les OS1, ce qui est noté, c'est que vérification lors du montage, mais aussi des vérifications maintenant pendant l'exploitation, et c'est indiqué par des techniciens donc, compétents. Quand on regarde un peu le détail, on dit compétents, ça veut dire qu'ils ont suivi une formation particulière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus de détails que ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, Michael, un technicien compétent? Parce que c'est un peu flou. Alors, c'est en train de se définir, justement. Et avant de passer sur cette question en termes de bonne pratique, il y a quelque chose qui me venait en tête, parce que ça va toujours mieux en le disant, c'est la notion de temporalité. C'est-à-dire que là, on a parlé d'études amont, on a parlé de notes de calcul, et on s'est positionné uniquement sur la phase amont projet. Mais au même titre que sur un dossier de sécurité, vous montez un festival pour 4000 personnes, le jour J, quand vous allez monter le festival, vous n'allez pas vous dire « Ah, finalement, si on mettait 6000 personnes ?» Voilà. Tout simplement parce que vous savez que ça a été validé en commission de sécu et que la jauge, c'est 4000 et c'est comme ça. Là, en fait, on ne l'a pas dit, mais ce qui est en train de... Là où on va, c'est le fait de dire on a défini un cadre en amont, on a défini une implantation, et en fait, on ne pourra pas y toucher. Parce que si on y touche pendant le montage, alors si on rabaisse les choses dans l'absolu... Ça ne pose pas de problème. Ça passe. Mais on a plutôt tendance à voir les choses différemment et à surélever les choses, ou en tous les cas à modifier le pont qu'on avait prévu d'une certaine façon, le modifier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on régénère une note de calcul à l'instant T? Alors c'est une vraie question. Mais il faut avoir le bureau d'études qui bosse H24 devant l'ordinateur et qui est prêt à mouliner. Et sachant qu'une étude de calcul au vent, ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est un vrai process de simulation sur ordinateur la plupart du temps, donc c'est pas anodin. Et si jamais on ne fait pas cette note de calcul, comme ça nous fait la transition, c'est notre technicien compétent. Lui, on lui a dit, ton plan, il est là.
Et c'est ce qui a été défini et validé par qui de droit. Tout à fait. Maintenant, le client, il dit plus noir, il dit bleu. Et lui, à la fin, il doit s'engager que bleu va tenir le vent. Est-ce qu'il le monte ou il ne le monte pas? Est-ce qu'il signe ou il ne signe pas? Mais ça, c'est une vraie question. Surtout que le fait de modifier les hauteurs, ça va modifier aussi en fait la catégorie de personnes qui va pouvoir le vérifier. Donc si par exemple le groupe Novelty en fait envoie un technicien compétent parce qu'on sait que voilà on a des totems qui font jusqu'à 4,50 m de hauteur, donc on est en dessous les 6,20 m, entre guillemets il peut le faire. Sauf que s'il arrive et que les totems ils font 8 mètres de hauteur, et ben il sera plus en capacité en fait de signer en fait le PV de réception. Exactement. Et puis ça touche à la signalétique, par exemple. On parlait du côté déco. Notre métier est quand même lié au visuel. Bien sûr. Et que le moment où on va faire l'étude sur la prise au vent, on va demander la taille du panneau signalétique qui sera accroché sur l'arche d'entrée, typiquement. Puis on va se dire, ça sera un 3 par 1, 3 mètres par 1. Et puis au final, le panneau, quand il arrive, il fait 3 par 2. Parce qu'entre-temps, la créa décide qu'il fallait plus grand, il y avait tout ça arrive, ça arrive. C'est tout ce qui arrive. Ça peut paraître anodin il y a encore un an. Tout à fait. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. Et ça, c'est vraiment important en termes de sensibilisation et d'anticipation. Parce que sans ça, on ne va pas au tas, mais on va au clash, en tous les cas, sur le terrain, ça c'est une certitude. Il y a un vrai... des vraies tensions. Je suis d'accord. Il y a une vraie discussion à un moment sur justement comment ça va se passer, sur le fait qu'on s'est tous mis d'accord sur un plan, c'est-à-dire tous l'entreprise, donc la marque organisatrice, l'agence, les équipes techniques, le bureau de contrôle. On a tous validé un plan, mais on sait que la réalité du terrain, c'est quand même que quand on arrive sur place, potentiellement, il y a des petites choses qui s'adaptent. Et c'est la beauté de notre métier aussi, c'est cette capacité d'adaptation. Sauf que quand on va arriver justement à des cas que tu viens de citer, qui et comment va être gérée cette responsabilité? Et est-ce qu'on va pouvoir encore s'adapter, modifier une scénographie, modifier une installation en direct sur place, parce que tout le monde se rend bien compte que ce sera bien mieux si on fait différemment, parce que le plan, ça reste, même si on a de la 3D, qui est quand même très réaliste, on a quand même un ressenti lors du montage qui est un peu différent. Donc il y a cette question, je suis d'accord, qui reste en suspens, de se dire, est-ce que les équipes techniques vont nous dire non parce que derrière, il y a le bureau de contrôle qui va passer? Est-ce que c'est une discussion qu'il va falloir évoquer et avoir, effectivement, pour arriver à garder cette flexibilité, au final, qui fait quand même la beauté de notre métier, quelque part? Mais c'est des vraies questions. Je suis d'accord que ça peut avoir une Avec des prestataires comme le groupe Novelty, l'avantage, c'est qu'ils ont une force de frappe qui est très importante, en fait. Ils ont un bureau d'études qui leur est adossé et donc qui a une capacité de réaction qui est plutôt importante. Donc nous, en tant que bureau de contrôle, on sait de toute manière qu'il faudra peut-être attendre 4-5 heures pour pouvoir avoir la note. Mais en tout cas, on aura le résultat. Oui. La différence, c'est effectivement modifier des formes, des tailles, lorsque, en fait, à la base, c'est fait par un technicien compétent. Là, ça posera un souci, en fait, parce que la personne qui sera sur site ne pourra plus valider. Oui, si on change, en fait, Exactement. de gamme. Et ça, malheureusement, il faudra l'expliquer aussi, en fait, aux agences, en leur disant, attendez, dans votre... grosso modo, dans la prestation, en fait, c'était une personne particulière qui venait en fait vérifier votre événement. Et là, en l'occurrence, vous changez un petit peu les codes et certains éléments. Et au final, en fait, vous n'êtes plus du tout sur la même gamme. En fait. Donc, il y a un moment, c'est pareil. Il se passera aussi le problème de qui est-ce qu'on contacte et surtout, est-ce qu'il y aura quelqu'un en fait à contacter? Oui, tout à fait. Bon, on parle depuis tout à l'heure de ce fameux technicien compétent. Donc, ce qu'il faut comprendre, hein, et vous me dites si j'exagère un peu, mais il y a quand même des zones de flou aujourd'hui sur cette réglementation. Cette question de technicien compétent, c'est pareil. Aujourd'hui, voilà. On y vient, il y a des formations qui sont en cours. On a plusieurs centres de formation au niveau national qui vraiment sont spécialisés dans les métiers du spectacle, ou le métier de l'événement au sens large, et qui, justement, ont pris un petit peu le taureau par les cornes aussi pour être capables de mettre à leur catalogue des formations de techniciens compétents. Okay. Donc, étant nantais, forcément, STAF, qui est une école de formation nantaise, s'y met, je sais que leur première formation est au mois de juillet de cette année, donc ça va permettre de commencer à avoir des premiers techniciens qui sont réputés comme techniciens compétents. On en parlait juste en amont, justement, avec Emmanuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 domaines différents, 4 thématiques différentes où le technicien va devoir se faire
habilités, formés. Ok. Et à chaque fois, c'est 3 jours de théorie plus 1 jour de pratique. À peu près. Bon an, mal an, en tous les cas, de ce qui semble se profiler sur chacune des formations à date. Bien sûr, ça évoluera, mais en tous les cas, juste pour donner un cadre. Donc, ce n'est pas une petite formation de demi-journée comme on pourrait faire sur manipulation d'extincteurs. C'est bien plus complexe que Bien ça, sûr. et on l'a vu, ça engage la responsabilité de quelqu'un. Ça peut impliquer un incident, voire un accident. Donc, ce n'est pas anodin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se dessinent côté formation. Oui. Est-ce que nos techniciens et techniciennes vont s'y engager, s'y engouffrer, j'allais dire on a un vrai sujet aussi de dialogue avec eux, mais tout pendant que c'est un peu flou, c'est toujours délicat d'ouvrir la boîte de Pandore. Tout à fait. Donc voilà, et néanmoins, c'est important. Et puis, ça pose aussi la question de dans quel cadre ils le font, les intermittents étant dans le dispositif AFDAS, enfin la caisse qui centralise toute leur formation. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient vraiment une démarche, eux. C'est pas leur employeur, ils sont multi-employeurs. C'est Novelty un jour, demain, ça va être un autre prestataire. Donc, il faut qu'ils aient cette démarche proactive de se dire, je prends sur mon temps et je prends sur mon capital formation pour être demain technicien compétent. Même si c'est leur employabilité de demain. Mais ce n'est pas anodin pour autant. Donc voilà, je pense que, j'allais dire, tout reste à faire. Enfin, en tout cas, il y a un beau chemin encore à faire. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on en a discuté ensemble et on a imaginé cet épisode de podcast pour justement alerter un peu les consciences, de se dire attention, cette réglementation, elle est là, elle est applicable, elle est en train de faire évoluer les choses. Ce qu'on se disait, Emmanuel, c'est qu'au niveau des préfectures, il y a des dossiers qui arrivent à la préfecture et qui vont commencer et qui commencent déjà à être refusés parce qu'ils ne sont pas en accord avec la nouvelle réglementation. Donc là, on essaye de mettre un warning sur ça en se disant attention, plus Paris 2024 va approcher, plus tout le monde, il va y avoir des levées de boucliers et des questions sur la sécurité. Donc il va falloir être irréprochable. Donc les techniciens, voilà, côté prestataire technique, sont bientôt formés et en cours de réflexion. Et c'est vrai que vous, Novelty, vous avez pris le pas un peu là-dessus avec la création de Teamagine et d'autres initiatives. Vous aussi, Emmanuel, l'idée, c'est à travers ICE d'accompagner vos clients sur ces questions-là et puis de faire monter un petit peu tout le monde en compétences aussi. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement un peu de zèle au niveau, alors peut-être pas chez vous, mais chez d'autres cabinets, sur la vérification pour justement se protéger vis-à-vis de cette nouvelle réglementation ? Je pense pas, parce qu'en fait, normalement, les gens qui sont amenés à être sur le terrain en fait, pour les événements, ce sont des gens déjà, qui veulent le faire. Après, je dis pas que tous les cabinets de contrôle le font avec des gens qui sont volontaires, mais bon, la plupart de nos confrères qui font de l'événement en tant que bureau de contrôle, ce sont des gens en fait, qui ont choisi ce domaine d'activité-là. Bien sûr. Donc, non, c'est un challenge pour nous aussi, ce nouvel arrêté, parce que ça nous fait monter aussi en compétences, parce que c'est une nouvelle accréditation. Et sans cette accréditation-là, en fait, on ne pourra pas exercer, malheureusement. Accréditation que vous êtes en train de passer aussi. Exactement, parce que les choses se font en même temps qu'on parle. C'est un sujet très d'actualité. Voilà, comme d'autres de nos confrères, effectivement, pour qu'on puisse être prêt en fait, pour cet été, qui s'annonce quand même très chargé en événements. Bien sûr. Et après, effectivement, sur des gens, et ça, je ne pourrais pas leur jeter la pierre, sur des contrôleurs en fait, qui viendront de grandes institutions, d'arriver sur des scènes de spectacle sans pour autant avoir des notions en fait, de résistance ou de montage. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'on doit nous fournir en fait, des rapports qui sont réglementaires, qui sont plutôt lourds maintenant, parce qu'ils sont bien détaillés en fait, dans l'arrêté. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit retrouver à l'intérieur. Et en fait, même pour nous, en fait, c'est plus compliqué. Donc un contrôleur qui n'a jamais fait d'événement et qui viendra sur un site pour la première fois, je lui souhaite bien du plaisir et bien du courage. Et ça, pour y avoir été confronté déjà dans ma vie d'avant, on va dire directeur technique, sur les différents événements où j'ai pu intervenir, c'est vrai qu'on a pu accueillir des bureaux de contrôle. Le risque, parfois, et on se renseignait toujours savoir qui est le bureau de contrôle qui va être missionné, parce qu'on tombe sur quelqu'un qui vient du monde du bâtiment, qui est très compétent dans le monde du bâtiment, et ça, je ne l'enlèverai pas, il n'y a pas de sujet. C'est juste qu'il ne connaît pas nos prérogatives, potentiellement. Il ne connaît pas, j'allais dire, l'usage de notre métier. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas, le cadre de notre métier.
Et je me suis retrouvé dans des situations parfois assez rocambolesques de me dire mais non, mais on ne vit pas la même chose, c'est pas possible, où il avait des exigences qui étaient au-delà, le matériel n'existait même pas. Donc il y a un moment, via cet arrêté, le fait qu'aussi les bureaux de contrôle doivent se mettre à la page, en quelque sorte, ou en tout cas, on a une spécialisation qui se crée chez nos techniciens et en même temps chez les bureaux de contrôle et qui nous permettra demain d'avoir des interlocuteurs, l'ensemble des gens autour de la table, que ce soit le client, comme on le disait, l'agence, le prestataire technique ou le bureau de contrôle, qui parleront le même langage. Et ça, je trouve ça plutôt bien dans le côté professionnalisant et structurant de notre métier. Donc, tant mieux. C'est ça. Et tu me disais que quand on a préparé cet entretien, il y avait aussi un sujet sur l'obligation de changer sa méthode de travail. C'est vrai que voilà, tous ceux qui font de l'événementiel depuis très longtemps ont des habitudes et on dit souvent voilà, je ferai comme la dernière fois ou comme j'ai l'habitude de faire. Ça va venir challenger aussi un petit peu les méthodes quelque part. Alors, tout à chacun, on doit se remettre en question. Et l'enjeu surtout, c'est le client, le commanditaire, comment lui se positionne. L'enjeu, il sera là. On l'a vu dans tout ce qu'on s'est raconté, on parle de matière grise, de temps de cerveau pour pouvoir étudier les documents, pour pouvoir les créer déjà. Ça sera une première étape, pouvoir les classifier, les ordonner, parce que on fait vérifier nos matériels. Et donc, il faut faire en sorte que le moteur 52 et le moteur 58 qu'on va sortir sur tel événement, on soit capable de fournir la justification, la vérification périodique de ces deux moteurs-là, parce que justement, Emmanuel va nous le demander. Donc, il y a un vrai job de savoir ce qu'on envoie comme matériel sur le terrain et d'envoyer les documents qui sont associés. Donc, c'est pas anodin, mine de rien. Et derrière, c'est aussi se dire, je pense notamment aux collectivités qui fonctionnent par appel d'offres, où on a différents critères, dont le critère prix. Est-ce que demain, le critère prix restera prédominant ? Est-ce que cette notion de compétence, d'expertise, je rentre dans le cadre, si je puis dire, basiquement, du prestataire, sera un vrai critère pour eux ? Je l'espère en tous les cas, parce que c'est ce qui fera que nos pratiques vont être lissées vers le haut, ou en tout cas vont être tirées vers le haut, et qu'on verra disparaître certaines pratiques un peu cow-boy, et qui potentiellement peuvent mettre en danger aussi bien nos équipes que le public. Donc oui, tout à chacun, on se doit de coller à cette réglementation. Et charge commanditaire, c'est lui à la fin qui paye. Donc c'est lui qui est décisionnaire malgré tout, il ne faut pas l'oublier, d'être responsable et de choisir en bonne âme et conscience. Après, je rebondis sur ce que disait Mickaël tout à l'heure. En fait, on parlait de temporalité et ça va aussi obliger en fait, les donneurs d'ordre à se réveiller un tout petit peu plus tôt, en fait. Parce que les événements, et Agathe, tu sais comment ça fonctionne, les événements de dernière minute, en fait, qui sont faits au cul du camion, comme on dit, ils vont être un petit peu plus compliqués, en fait, à réaliser, parce que il y a quand même tout ce temps de préparation, en fait, qui sera incompressible. C'est ça. Et sur lequel il faudra vraiment faire comprendre, en fait, aux clients que c'est pas 15 jours, en fait, c'est 3 semaines. Oui. Et parce qu'on ne pourra pas faire mieux. Et malheureusement, je pense que dans un premier temps, ça va coincer parce qu'on sait très bien que les gens, ils aiment bien de temps en temps, quand ils ont un peu d'argent, une belle petite idée, faire un événement. Rajoute un petit écran là. Voilà, parce que c'est très joli. Mais effectivement, sur des choses qui vont se monter de A à Z en l'espace de 15 jours, ça va être très compliqué. Ouais, tout à fait. Ça va devenir beaucoup plus compliqué en fait. Ok. Donc c'est là où il faudra vraiment avoir un bon prestataire et penser en amont en fait à tout ce qu'il faut faire parce que ça pourra coincer par la suite. Bon, est-ce que vous êtes quand même tous les deux confiants sur le fait que d'ici 2024, on sera tous alignés sur la nouvelle réglementation ? Oui. On tendra tous vers la nouvelle réglementation, oui, bien sûr. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est ça, hein. Donc, je crois qu'on n'a pas le choix. Tant bien que mal, on sera obligé de toute manière de faire les efforts nécessaires pour être prêt pour effectivement cette belle année, sachant que déjà 2023, c'est une très très belle année parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde de rugby au mois de septembre, c'est déjà un très bel événement. Et effectivement, derrière, suivre avec les JO qui ont apporté énormément de travail en fait, à tout le monde sur un temps long. Bien parce sûr. que là, on ne parle pas d'un petit événement. On parle de grandes préparations sur des sites sur plusieurs mois, qui vont être créés sur plusieurs mois. C'est vrai que c'est... Bon, ça fait scintiller les yeux. C'est ça. L'avenir nous prévoit plein de belles choses pour l'événementiel. Normalement, ça va être un très bel événement. Donc, effectivement, si tout le monde peut y participer, je pense que
ce sera très bien. Et je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde. Donc, Tout à fait. il faut être prêt. C'est ça, c'est mieux. Tu me fais une très belle transition puisqu'on arrive à la fin de cet entretien et j'aime bien poser une question un peu personnelle à mes invités. Donc je voudrais savoir, Emmanuel, c'est quoi un événement que tu ne serais pas à nous partager, qui t'a particulièrement marqué et pourquoi tu retiens celui-là plus spécifiquement? Écoute, c'est un événement qui a eu lieu l'année dernière. J'ai eu la chance de travailler avec une agence qui avait été retenue pour faire le handover, donc la passation entre les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris. D'accord. Alors, malheureusement, l'événement ne s'est pas déroulé tout à fait comme il aurait dû se faire. Okay. Parce qu'en fait, c'était de lancer un très grand drapeau en fait, de la Tour Eiffel. Oui. Donc, on a eu la chance de faire le montage à blanc qui s'était plutôt bien passé, voire même très bien passé. Il avait été concluant. Et malheureusement, pour une petite fenêtre météo de 2 heures, le drapeau n'a pas pu être lâché le jour J. D'accord. C'est dommage, c'est frustrant, parce que c'était quand même, pour la plupart des gens, c'était 9 mois de boulot. Moi y compris, parce qu'on m'avait vraiment intégré au projet dès le départ. Mais étant donné que j'ai quand même réussi à faire des photos en fait, du montage à blanc, je me dis que tout n'est pas perdu et on ne sait jamais. Peut-être qu'en 2024, on verra le drapeau flotter sur la Tour Eiffel de Paris. Ouais, tu me le montres parce que j'en ai entendu parler de cette histoire. Mais c'est un très très beau projet avec beaucoup de compétences, des gens vraiment investis. Et malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Malheureusement, mais c'est peut-être, à mon avis, pour l'année prochaine. Je l'espère. En tout cas, le dossier est prêt, c'est l'avantage. En tout cas, le dossier est prêt, il a juste à être ressorti. Donc, c'est ça. Le message est passé. Voilà, donc, on va recycler, c'est très bien. Tout à fait. Du temps. Exactement. Ok, très bien, donc c'est noté. Et pour toi, Mickaël, c'est quoi un projet qui t'a marqué spécialement? Un projet de cœur, qui est un projet qui revient tous les ans sur Nantes. C'est une compétition de squash. D'accord. En l'état, on se dit c'est un événement sportif, ok. Le squash, en plus, c'est plutôt un sport intimiste, peu connu. La particularité de cet événement sur Nantes, on a fait la 6e édition, c'est de jouer du sport dans un lieu autre que prévu pour le sport. Concrètement, c'est dire quoi? On emmène le sport dans le milieu de la culture. Et on change de lieu chaque édition, chaque année. Ça se passe début septembre à Nantes, ça s'appelle l'Open de Squash de Nantes. Et donc, on a fait donc la Cité des Congrès sur la scène de l'Auditorium 2000. Donc, le cours vitré qui était posé sur scène. Donc déjà, ça pose quelques petites questions en termes de vérification des centres de charge et bureaux de contrôle associés. On mettait les gens sur l'arrière-scène, donc on montait une tribune sur l'arrière-scène. Et en fait, ils rentraient dans la salle, pensant s'asseoir dans la salle. Et non, en fait, on ouvrait le rideau, ils découvraient le cours vitré et s'assoyaient derrière dans la tribune. Et à chaque fois, on mélange culture et sport avec un petit spectacle de 4 minutes qui est créé pour l'occasion, qui s'inspire de l'environnement du lieu et qui est le pré-show, en quelque sorte, avant chacun des matchs qui sont joués dans ce cours vitré. Donc voilà, on a fait l'opéra avec une cantatrice qui chantait, et deux joueurs de squash qui étaient coachés par un metteur en scène et qui faisait comme une danse sur le son de la cantatrice avec un quatuor de cordes. Enfin bref, c'est chouette. Des choses assez marrantes où on mélange un public qui vient de la culture, un public qui vient du sport, qui sont potentiellement pas du tout les mêmes. Vous imaginez à l'opéra quand même, entre un spectateur de l'opéra et un spectateur de squash, on n'est pas tout à fait sur les mêmes liens. Et ça c'est génial, parce qu'à la fin, ils ont tous les yeux comme ça, émerveillés. Et c'est, je trouve, la plus belle des récompenses, en tous les cas. C'est quand on arrive à emmener les gens dans notre univers, là où on souhaite les faire voyager pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, j'aime bien qu'on finisse sur une note un peu poétique comme ça, parce qu'on a parlé de réglementation, d'ART, ça fait pas trop rêver les journées événementielles. Malgré tout, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué ce jeu de l'ouverture sur cette question-là, qui n'est pas forcément simple, qui n'est pas très sexy, mais qui est obligatoire et nécessaire. Donc, merci Emmanuel. Merci Mickaël. Merci à toi, Agathe. Merci d'être venu. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'on a parlé de plein de choses assez intéressantes. Vous aurez les liens dans la description de cet épisode pour retrouver l'arrêté et tout ce que vous avez besoin de savoir. Je vais rester en contact avec ces messieurs pour suivre l'évolution de cette réglementation et de son application. Donc, vous aurez des nouvelles dans la newsletter de Committee. Donc, si vous ne la recevez pas, inscrivez-vous. Comme ça, on continue à vous tenir au courant.
Ça va faire changer vos méthodes de travail, ça va avoir des implications en termes de temps, comme nous le disait Emmanuel tout à l'heure, en termes de budget, bien évidemment. Donc, il faut rester à l'écoute de tout ça. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite rendez-vous très bientôt dans un prochain rendez-vous avec Life Stories.